aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi. Le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée ainsi que mes dernières acquisitions livresques. Mais bon, comme vous avez pu le constater, ça fait au moins 2-3 semaines, voire peut-être 4, que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière remonte au 22 avril, si mes souvenirs sont bons. Donc forcément, qui dit 2-3 semaines dit beaucoup de livres à vous présenter. Donc de fait, je ne vais pas vous montrer mes acquisitions pour la simple et bonne raison que je les ai rangées dans ma bibliothèque, que je les ai pas mis de côté et que j'avais pas de toute façon pas envie de les ressortir. Voilà, je suis en mode feignasse. Alors, je suis vraiment désolée de vous avoir laissé en plan pendant tout ce temps, mais j'ai beaucoup lu pendant cette période, mais j'ai pas beaucoup chroniqué sur le blog, j'ai pas fait de vidéos parce que l'envie de chroniquer est pas trop là, l'envie de faire des vidéos non plus. Quand je rentre le lundi, je vous avoue, en général, je suis fatiguée et j'ai mal au dos et j'ai pas envie de me remettre devant l'ordinateur et de faire une vidéo. J'ai juste envie d'aller me coucher avec un livre et voilà. Donc, du coup, j'ai pas envie de me forcer, donc voilà pourquoi j'ai pas fait des vidéos les dernières semaines. Surtout qu'il y a un gros projet que j'ai qui me tient fort à cœur et qui me prend beaucoup la tête, mais je vous en parlerai pas maintenant, je vous en parlerai plus tard. Voilà, et sinon qu'est-ce que je devais vous dire? Oui, ceux qui l'ont vu aussi sur Facebook savent que j'essaye de faire attention à ma ligne, ce qui n'est pas facile, même si je dois dire que je tiens bon. Ça fait depuis le dimanche 4 mai, donc ça fait quand même 16 jours que je n'ai pas bu une goutte de coca. Voilà, je suis quand même fière de moi parce que ça, c'était mon plus gros challenge, c'était d'arrêter les sodas. Et jusqu'à aujourd'hui, je tiens le coup et j'espère que ça va encore durer longtemps comme ça. Voilà, alors pour les prochaines semaines, je vais pas m'avancer à vous dire je vais faire des vidéos toutes les semaines comme avant, je peux pas, parce que j'en sais rien. Voilà, tout dépend un petit peu de l'humeur du lundi. Si le lundi je suis énervée, fatiguée, sous émotion, on sait jamais. Voilà, je vais pas vous faire une vidéo parce que ça n'ira pas. Donc je vous ferai une vidéo quand j'en ai envie, mais il faut quand même que vous sachiez que je me suis remis aux séries télé, ça m'a pris comme ça, je sais pas trop pourquoi en fait. Il y a eu un événement déclencheur, mais je ne saurais plus dire quoi. Je crois que c'est encore de la faute de ma sœur. Voilà, elle me parle de séries de temps en temps et je me rends compte que moi j'ai du retard dans tout et ça me casse les pieds. Et puis je me suis dit, tiens, je vais me remettre aux séries. Et puis j'ai recommencé Glee. Et j'avais vu 3 épisodes de la saison 1 depuis vendredi. Voilà, j'en étais là quand j'ai commencé le vendredi. Et là, j'ai terminé la saison 1. J'ai déjà enchaîné 6 épisodes de la saison 2. Vous voyez, donc là, je suis en mode série addict à fond. Et en plus, je me suis commandé Vampire Diaries parce que j'ai vu que le coffret des saisons 1 à 3 était à 32,99 € sur Amazon. Et je me suis dit, tu peux sincèrement pas louper ça. Surtout qu'avec une intégrale, on avait droit à une saison à 10 €. Donc j'ai pris Pretty Little Liars. Et du coup, la saison était à 28,99 € et là, je l'ai payé 10. Donc des offres pareilles, c'est tout fait exprès pour que j'achète. Voilà, donc je vais quand même regarder ces séries-là assez rapidement parce que j'ai envie de me remettre à jour dans Vampire Diaries et dans les autres aussi parce que, je vous avoue, j'en ai ras le cul. Je suis un peu grossière pour le dire, mais j'en ai ras le cul de me faire spoiler sur Facebook. Surtout pour Vampire Diaries. Alors ça, c'est la série, je connais tout ce qui se passe alors que j'ai pas vu d'épisode depuis la moitié de la saison 2. Et pour Grey's Anatomy, alors chaque année c'est pareil, en fin de saison, je me fais spoiler la fin. Donc j'en ai ras le bol. Donc j'essaye de me remettre là-dedans. Comme ça, je serai plus spoilée, tout simplement. Voilà, bon allez, on commence tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter. Alors la fois passée, je vous quittais, j'étais en train de lire Les Étoiles de Nos Head, le tome 3. C'était une relecture puisque je l'ai déjà lu il y a plus d'1 an. Je me préparais en fait à lire le tome 4 et j'avais vraiment envie que tous les éléments me reviennent en tête, surtout que j'avais pas fait de chronique sur le blog. Donc du coup, j'en ai profité. Donc je vais pas revenir sur le tome 3 des Étoiles de Nos Head. Vous savez bien que c'est un gros coup de cœur comme d'habitude avec Sophie. Surtout sur cette saga-là. Vous avez ma chronique en ligne, donc si vous voulez aller la voir, ne vous privez pas. Alors ensuite, j'ai enchaîné avec la sélection, le tome 2, L'élite de Kierakas, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Alors ce bouquin, vous savez que je l'attendais énormément, j'ai kiffé la sélection, le tome 1 l'année passée, je me suis dit mais comment je vais faire pour attendre une année pour lire la suite, surtout que y avait la fin du monde entre temps, donc ça me foutait encore un stress en plus peut-être de ne pas le lire. Et comment vous dire, j'ai été déçue sans l'être. Voilà, c'est juste que j'ai pas retrouvé la même ambiance dans ce tome 2 que dans le tome 1. Et le petit plus qui m'avait
tant plu dans le tome 1 et il n'était pas dans ce tome 2. Voilà, mais c'est pas une déception, une grosse déception, parce que j'ai aimé ce que l'auteur a fait, je trouve que c'est nécessaire. Mais moi, voilà, et pourtant c'est con, parce que l'année passée, je disais, elle privilégie beaucoup la romance entre le prince Maxon et America, elle parle pas de l'univers dystopique alors qu'on est quand même dans une dystopie. Et cette fois-ci, elle s'est dit, je vais justement m'attaquer un peu plus à la dystopie, donc on en apprend plus sur le royaume d'Iléa, sur sa création avec le premier roi, si on peut dire comme ça, donc Grégory d'Iléa, ou Iléa, je ne sais plus comment il s'appelait. On voit également comment se comporte le roi, on voit un petit peu plus d'importance au niveau des renégats du nord et du sud qui veulent attaquer le palais à tout bout de champ. On sent qu'il y a... Pourtant, on le savait dès le tome 1 qu'il y avait un univers qui n'était pas vraiment très gai, très beau, que c'était pas un monde de bisounours, malgré qu'une fois qu'on est dans la sélection, vous avez les 35 candidates, vous êtes dans un jeu de télé-réalité, vous avez un prince, vous avez voilà, une histoire d'amour, et on oublie un petit peu qu'on est dans une dystopie, mais il faut quand même pas oublier que en dehors du palais, les gens sont quand même classés par catégorie. Vous partez du 1 qui est le roi, le 2 c'est la cour, je pense, le 3 c'est des gens qui sont fortunés. À partir de 5 c'est déjà moins bien parce que là c'est les artistes, c'est la classe d'America. 6, 7, 8, bon c'est vraiment les classes des pauvres quoi. Donc les gens meurent de faim, les basses, les personnes qui sont dans les rangs les plus bas sont vraiment considérées comme des objets au service des autres en fait. Hein. Donc il y a quand même une base qui fait qu'on n'est quand même pas dans un monde des bisounours. Et on a tendance à l'oublier dans le tome 1 parce que on est dans le palais, parce qu'il y a Prince Maxion, parce qu'il y a America, parce qu'il y a la romance, et on zappe totalement ce côté-là. Et ce tome 2 nous remet un petit peu dans la réalité d'Iléa. Voilà, on quitte un petit peu notre petite bulle de paradis pour retomber sur la réalité. Et ça m'a fait un choc quand même parce que moi j'aurais bien aimé rester dans ma petite bulle, j'y étais très bien. Et là je suis redescendue paf, sur terre et dur quoi. Voilà, dur la chute. La romance elle est mise en deuxième plan, c'est pas ce qui est le plus important dans ce tome-ci. Donc du coup ouais, j'ai perdu mes repères par rapport au tome 1 et ça a été dur. Mais en même temps, je peux pas dire que je suis vraiment déçue parce que il fallait qu'elle le fasse. On peut pas dire que j'ai fait une dystopie, enfin Kirakas ne peut pas dire ça en disant j'ai fait une dystopie et pas parler de la dystopie, ça aurait été encore plus ridicule. Donc c'était nécessaire, mais voilà, moi sur ma petite bulle, j'aurais bien aimé y rester. Alors, par rapport au personnage, je vous avoue que là aussi j'ai un petit peu déchanté parce que America m'a gonflé dans ce deuxième tome comme c'est pas possible. Alors je sais que certains disent elle a encore 17 ans, elle est encore ado, c'est normal qu'elle ait ce genre de réaction. Oui, c'est vrai, mais dans le tome 1, elle m'avait paru beaucoup plus mature que ça. Et voilà, il y a vraiment une différence entre la manière dont elle se comporte dans le tome 1 et la manière dont elle se comporte dans le tome 2. Et c'est par rapport à tout. Vous avez d'abord par rapport à Maxon. Bon, elle va se rendre compte que finalement, elle a aussi des sentiments pour Maxon, mais la manière dont elle va gérer Maxon et Aspen, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, elle fait des crises de jalousie, elle sait plus où elle en est, elle n'arrête pas de changer d'avis. Elle voit Aspen, mais elle reproche à Maxon qui fait pareil avec d'autres filles. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont assez agaçantes. Mais elle a, à côté de ça, par rapport à tout ce qui n'est pas affectif, par rapport donc à la politique, par rapport à son pays, elle se pose quand même les bonnes questions. Elle se dit, oui, il n'y a pas que l'enjeu, c'est pas qu'avoir Maxon. L'enjeu, c'est quand même être reine d'Iléa. Est-ce que je suis prête à assurer ce genre de responsabilité et surtout, est-ce que je suis prête à les assurer, sachant ce que je sais sur la monarchie, sur le monde tel qu'il est. Parce qu'elle va apprendre des choses sur son pays qui vont pas lui plaire du tout. Et là encore, elle va mener sa petite révolution. On se demande est-ce que c'était vraiment bien de le faire comme ça. Est-ce qu'elle a choisi la bonne manière parce qu'elle part dans la provoque complètement. Alors que Maxon, lui, on se dit est-ce qu'il est pour, contre le système. Ça se montre petit à petit, mais lui a une approche plus directe, plus discrète que américain. Voilà, donc il y a des bonnes choses dans ce tome-ci. La fin m'a fait stresser comme pas possible parce que je m'attendais pas à ça. Et puis je me dis non, ça va pas se finir comme ça peut pas se finir comme ça. Il y a un tome 3 il y a un tome 3 que je me disais. Et voilà, donc c'est pas une déception, c'est un tome de transition. L'auteur nous a sans doute gardé ses meilleures cartouches pour la fin. Et du coup, si j'étais déjà frustrée à la fin du tome 1, je le suis encore plus à la fin du tome 2. Et alors, ma chère Kira, ce message est pour toi, t'as intérêt à assurer ton tome 3. Ensuite, j'ai enchaîné avec Les Étoiles de Noce Aide, le tome 4, Origine, première partie.
de Sophie Jomain, publié chez Rebelle. Alors, ce tome-là, je ne sais pas ce que je vais en dire. En tout cas, une chose est sûre, j'ai lancé un Wanted sur Facebook il y a quelque temps quand je l'ai lu. Le premier qui arrive à me choper Sophie, qui m'a kidnappe, je lui offre tout ce qu'il veut. Si c'est pour qu'elle me ponde plus vite le tome 5, parce que, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Mais c'est juste pas possible de laisser les gens là-dessus. C'est abominable ce qu'elle a fait. Et elle me disait, j'ai peur de voir comment les gens vont réagir face à nos 7-4. Et ben je lui dis, mais on réagit pas bien. Sophie, qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal de faire des choses comme ça. On peut pas. C'est encore pire que la fin du tome 2. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref, ce tome c'est juste une putain de tuerie, c'est une bombe. Je me demandais ce qu'elle allait faire, parce que quand vous voyez vraiment la fin du tome 3, vous vous dites c'est une fin en soi, il n'y a pas besoin de tome 4, la saga telle qu'elle est, elle est terminée, on a nos réponses, on sait où on va, nickel, voilà. Et quand elle m'avait dit qu'elle ferait un tome 4 et ensuite un tome 5, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va faire avec les personnages, mais qu'est-ce qu'elle va encore élaborer, parce que moi je voyais pas de choses qui pourraient venir, voilà, j'avais ma fin, on était bon. Voilà, donc elle l'a encore trouvé, elle l'a fait de manière magnifique, il y a tout dans ce tome. Donc on est 4-5 mois après la fin du tome 4, 3, si mes souvenirs sont bons, voilà. Donc on retrouve Anna qui est toujours à St. Andrews. Leaf est en examen, donc il n'est pas avec elle au début du roman, et elle commence à s'inquiéter pour Darius, parce que Darius a des propos bizarres. Et elle commence à s'inquiéter pour lui, et puis Darius va disparaître, voilà, on ne sait pas où il est parti, alors il y a des meurtres qui se passent en plus, donc on se dit tiens, est-ce que ce serait pas Darius et qu'il sera enfoui, mais elle dit non, c'est pas normal, parce qu'il a quand même laissé ses 2 petits frères derrière, donc il a dû se passer quelque chose. Et donc on démarre vraiment sur ce tome avec la disparition de Darius, et après il va se passer plein de choses, et on explore des univers, on va un petit peu en Roumanie quand même, ensuite on va dans les Highlands, donc dans la communauté du Sutherland, qui est la communauté assez fermée des loups-garous, puisque vous savez, il y a 2 communautés, celle du Sutherland où il y a des règles qui sont quand même très 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 strictes, et l'autre, donc la communauté du monde libre, dans laquelle Lee fait partie, puisque lui et sa famille ont été chassés du Sutherland. Et on navigue entre la Roumanie, entre les Highlands, et on découvre plein de nouveaux personnages, et on approfondit des personnages qu'on connaît déjà, comme Grigor, qui est apparu dans le tome 3. Et elle m'a tenue en haleine jusqu'au bout. Elle nous fait monter la pression comme c'est pas possible. Elle joue sur 2 plans, avec Anna d'un côté et avec Liv de l'autre. Et on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle va nous faire pour le tome 5? C'est du Sophie Jomain, c'est du tout grand, c'est... Voilà, chaque fois je me dis, elle ne pourra pas m'étonner plus dans cette saga. Elle a déjà atteint le maximum, et à chaque fois, elle arrive à me transporter encore plus, à m'étonner encore plus, à me surprendre encore plus. Au début, je lui reprochais d'être prévisible dans cette saga. Là, je ne saurais même plus lui reprocher ça, parce que je ne sais pas où elle m'emmène. Elle fait des choses que je ne... Voilà. Donc le tome 4, c'est encore une bombe, c'est encore un coup de cœur. Et ma Soso, si tu me regardes, t'as intérêt à me pondre le 5e tome rapidement. Et comme Kerakas pour avant, you better be good. Ok. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 de Phoenix, le brasier des souvenirs de Karina Rosenfeld, paru dans la collection R. Alors, c'est la deuxième partie des Cendres de l'oubli. Donc, le premier tome, j'avais bien aimé globalement, mais ce qui ressortait, c'était que quand on voit les chroniques qui sont tombées au début sur cette saga, on s'attend vraiment à autre chose, quoi. On s'attend vraiment à un truc explosif, et c'est bien, c'est haletant, mais voilà, ça faisait... On est un petit peu déçu quand on lit le bouquin après avoir lu des chroniques aussi élogieuses. Mais globalement, donc moi, j'ai bien aimé ce deuxième tome, mieux que le premier d'ailleurs. J'ai aimé la façon dont l'auteur amène les choses, dont on apprend la vérité entre Anaya, entre... comment est-ce qu'il s'appelle déjà lui, Aidan et Henry. J'ai beaucoup beaucoup aimé la manière dont l'auteur approche l'histoire, dont elle va nous raconter les souvenirs.
la manière douce qu'a l'auteur de nous plonger dans le passé d'Anaya et d'Aidan. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, y a rien en plus à en dire en fait, hein. C'est une belle romance, une belle histoire fantastique, mais voilà, c'est pas non plus le truc qui font fait wow devant quoi. Voilà. Mais moi j'ai bien aimé. Globalement, c'était une excellente lecture. Ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Et ben, j'ai pas grand chose à en dire en fait, ni en bien ni en mal. J'ai bien aimé, c'était cohérent, c'était plutôt sympathique à lire. Il y a quand même une bonne dose de suspense qui est apportée par le récit. Voilà, c'était très bien, mais pas, y a sans plus pour moi. Ensuite, j'ai continué avec la saga Fire After Dark, donc le tome 1, L'étreinte de la nuit de Sadie Matthews. Si mes souvenirs sont bons, c'est publié dans la collection Romantica de chez Milady Romance et je vous mets la couverture maintenant. Voilà, donc c'est encore une lecture érotique, forcément, donc puisque dès qu'il y en a une qui sort, moi je la lis directement, je peux pas m'en empêcher. La chronique de celle-ci est déjà sur le blog si vous voulez la lire. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, on suit Bess, qui est une jeune provinciale qui vient de se faire larguer par son amour, son premier grand amour qui s'appelait Adam. Et elle a vraiment du mal à remonter la pente. Elle travaille dans un petit café dans le bled où elle vit. Enfin, il n'y a vraiment rien de folichon à sa vie. Elle est passionnée par les beaux-arts. Et un jour, la marraine de son papa, qui s'appelle Célia, va lui proposer d'habiter 5 semaines dans son appartement londonien, puisque elle doit partir en vacances ou en cure. Et elle lui dit, bon, bah, puisque il n'y a personne pour m'occuper de mon chat, ben, viens occuper l'appartement. Donc elle accepte d'aller vivre chaque 5 semaines chez sa tante, en essayant un petit peu que cette arrivée dans une ville qu'elle ne connaît pas va lui permettre de se changer les idées. Elle va aussi chercher du travail. Et en face de chez elle, elle va s'apercevoir qu'il y a un bel étalon qui vit là. Il s'appelle Dominique. Bon, il n'est pas milliardaire, mais en tout cas, il gagne bien sa vie. C'est pas le PDG d'une entreprise, mais il travaille pour un patron qui lui laisse beaucoup de largesse dans son boulot et qui lui permet de beaucoup voyager. Et elle va donc faire la connaissance de Dominique, avec qui bon, bah, elle va tomber assez rapidement amoureuse. Mais lui va la freiner en disant que il sait que leur relation ne pourra pas marcher parce qu'ils ont des envies qui sont totalement différentes. Elle est plus dans le mode sexe vanille, hein, donc des rapports sexuels normaux et compagnie, et lui est plus dans un trip sadomasochiste avec un dominé et un dominant, avec lui qui est dominant évidemment, hein. Donc voilà, donc il va essayer de freiner tout ça en disant écoute, voilà, entre nous ça va pas être possible parce que je sais que si pour le moment ce qu'on fait me convient, à un moment donné je sais que ça ne me conviendra plus, et comme je vois que tu t'attaches à moi, je préfère qu'on s'arrête maintenant plutôt que, même si on sent tous les deux ont de l'attirance, plus qu'une attirance l'un envers l'autre. Voilà, mais elle va décider que ce soit comme ça. Elle n'est pas du tout d'accord que lui décide à sa place. Donc, du coup, elle va lui faire comprendre qu'elle est prête à, euh, à aller avec lui dans ce monde et à découvrir un petit peu le sadomasochisme. Elle me dit, écoute, je suis prête à essayer. Pour toi, pour te garder, je suis prête. Donc, voilà, ils vont commencer tous les deux à découvrir tout ça. Moi, je ne vais pas vous en dire plus, hein. Ça, c'est vraiment le petit résumé de l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Alors je sais que certains reprochent à toute la romance érotique de se ressembler, hein, quand on voit Fifty Shades, quand on voit Crossfire ou Délivre-moi. On se dit c'est toujours la même chose, la même histoire qui revient, c'est vrai, mais moi je m'en lasse pas. En tout cas pas encore pour le moment. J'essaye de lire au moins un livre comme ça par mois, pas plus, parce que sinon là oui c'est clair que je vais faire une overdose. Mais le fait que ce soit toujours la même chose qui revienne ne me dérange pas en soi. Ce sont des livres que j'aime bien lire, donc même si je suis pas accro à tout ce qui est sadomasochiste, c'est pas trop mon trip. Voilà, je vous avoue que moi ça me dérange pas de lire des bouquins comme ça, même s'il y a des choses où je me dis ouais, moi si j'étais placée dans telle situation, je pourrais accepter d'eux. Mais il y en a où là clairement je me dis mais ça va trop loin quoi, c'est pas du tout mon truc. Genre pour vous donner un exemple, il lui met un collier autour du cou avec une laisse et il la tire à quatre pattes en disant viens ma chienne on y va quoi. Ça c'est juste un truc not possible for me, hein, non là je peux pas. Oh, voilà, ça c'est le genre de choses qui me choque ma petite conscience, ça ne passe pas. Mais il y a d'autres choses où je me dis, bah oui, c'est excitant, ça me met en appétit, voilà. Donc c'est pour ça que je continue à lire beaucoup ce genre de livres, c'est parce que bah, j'y trouve toujours mon intérêt de toute façon.
Alors, l'histoire elle casse pas des briques, même si l'auteur aborde un petit peu le côté sadomasochiste d'une façon qui n'était pas dans les autres romans. C'est-à-dire que, bon, j'en ai pas lu énormément, dans Fifty Shades, il y en a pas beaucoup, dans Crossfire, il y en a pas du tout, dans Délivre-moi, il y en a, mais vraiment peu, et dans 80 notes de jaune, il y en a de trop. Là, c'est clair qu'on dépasse toutes les barrières avec celui-là. Mais ici, elle a une approche un petit peu plus théorique, c'est-à-dire que comme Bess ne connaît pas du tout cet univers-là et qu'elle a envie d'y entrer pour faire plaisir à Dominique, on sent qu'elle va quand même un petit peu essayer de comprendre ce que c'est, de voir un petit peu dans quoi elle s'engage. Et on a un petit peu un côté théorique qui nous montre qui nous explique ce que c'est que vraiment le sadomasochisme, ce ne sont pas des gens qui veulent se faire du mal pour le plaisir de se faire du mal, mais c'est vraiment qui éprouvent du plaisir chacun à faire du mal ou à avoir des rapports comme ça. Donc la notion de plaisir est vraiment mise en avant dans ce roman. Et l'auteur, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle nous montre les limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on insiste bien sur le fait que ce sont des rapports qui sont consensuels, où les deux personnes sont d'accord, qu'on repose toujours sur cette base d'accord, et à partir du moment où il y en a un qui dépasse en quelque sorte les limites, et bien l'autre doit l'arrêter, doit le freiner, lui dire stop, ça ne va pas, il faut que tu arrêtes parce que on abandonne le pouvoir à l'autre et à un moment donné on est en mesure de le reprendre en disant non là tu vas trop loin, il faut que ça s'arrête. Et elle met bien, je trouve, elle explique bien tout ça. Et on voit vraiment ce qu'est le BDSM avec ce roman-là. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup plus compris, je l'ai beaucoup plus ressenti à la lecture de ce roman-ci qu'à la lecture des autres romans. Voilà, moi, c'est la chose principale que je retiens de cette histoire-là. La fin était assez plutôt pas mal, je dois dire. C'était pas la même chose que dans d'autres romans. C'était vraiment bien trouvé et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Niveau des personnages, bon, Dominique, moi je trouve qu'il est encore un peu trop effacé, assez mystérieux. J'ai pas encore réussi à dresser son portrait et je vais vous dire, comparé à un Christian Grey ou un Gideon Cross, il n'arrive pas à la cheville. Clairement, moi, non. Pour le moment, je reste vraiment sur ces deux-là. Les autres, c'est que des pâles copies, malheureusement. Par contre, Beth, c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup séduit. Parce qu'au début, on a vraiment l'impression d'avoir une fille qui est naïve, qui est complètement plongée dans son histoire du passé avec Adam. Elle n'arrive pas à passer outre en disant jamais je trouverai un autre homme comme lui, c'était le meilleur, c'était le plus beau, il n'y a personne d'autre qui m'aimera, patati patata. Enfin, elle est engluée là-dedans, elle est assez naïve. À un moment donné, elle va se retrouver dans le quartier chaud de Londres, elle va examiner tous des, comment dire, des accessoires sexuels, elle va se demander mais à quoi ça sert. Enfin, elle est un petit peu vraiment très gauche dans ce côté-là. Et puis, au fur et à mesure du temps, on va s'apercevoir que c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Elle va vraiment s'affirmer. Et même si on est dans une relation où elle a le rôle de la dominer, ben moi je trouve qu'elle va plutôt s'en sortir et et bien fixer les limites en disant ça je peux, ça je ne peux pas. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une héroïne qui, contrairement aux autres, était un peu moins cruchot que les autres. Et même si c'est l'impression qu'elle donne au début, en tout cas, on voit une belle évolution dans ce personnage-là. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc pour la saga Fire After Dark, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 entre les mains. Ensuite, j'ai continué avec la liste de Siobhan Viviane. Voilà, un bouquin, j'ai vraiment pas besoin de le présenter, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Bon, il s'agit donc d'une histoire young adulte qui se passe dans un lycée où chaque année, 3 semaines après la rentrée, il y a une liste qui est publiée en mettant la plus belle fille et la plus moche fille de toutes les classes. Donc voilà, c'est repris ici en quatrième de couverture. Vous avez classe de troisième, deuxième, première et terminale, avec chaque fois la plus moche, la plus belle, et en dessous un petit commentaire. C'est toujours bien sympathique. Par exemple, vous avez pour classe de première, la plus moche, Sarah Singer, à croire qu'elle fait tout pour être moche. La plus belle, Bridget Honeycutt, quelle différence peut faire un été. Voilà, genre de petits commentaires qui sont toujours très bien, très sympathiques. Alors ça, c'était une lecture que j'attendais énormément quand j'ai vu qu'il allait sortir, tout simplement parce que ça me parle. Vous savez bien que je vous ai déjà un petit peu parlé de mon aventure école quand j'étais en rénové. J'en garde pas un souvenir exceptionnel. Et forcément, ce bouquin m'a parlé parce que quand j'étais ado, c'était justement un truc qui me faisait très peur. Je m'étais un jour dit,
putain, s'ils font une liste en mettant les filles ici ou là, je suis sûre que je vais me retrouver en top position du classement des plus moches. J'en étais persuadée, je le savais, c'était même pas publié que c'était sûr. C'était comme un petit peu, vous savez, avec la finale de The Voice, dès la demi-finale, les résultats, je savais que Johan Frégé allait gagner, voilà. Ben là, c'était pareil, je savais que s'il y avait une liste qui allait être publiée, ça allait être mon nom qui allait être en top des listes. Donc forcément, ce bouquin me parlait beaucoup parce que je me suis dit, ça va être encore une lecture qui va me replonger là-dedans, qui va me rappeler un petit peu des choses pas très gaies. Et j'espérais vraiment avoir une lecture qui fasse bouger les choses et qui soit une belle réflexion en tout cas pour les jeunes qui la liront. Eh ben, comment vous dire? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une grosse déception. Voilà. J'ai envie de dire, mais merde quoi? T'avais un sujet top et t'as fait de la merde avec. Voilà, je suis peut-être crue dans mes propos, mais sincèrement, j'ai été assez déçue par cette lecture, par la manière dont l'auteur a traité ce sujet, parce que je trouve que c'est du foutage de gueule en puissance 10 000. Hein, voilà. Donc vous avez, en fait, on va suivre les personnages pendant une semaine. Juste une semaine. Vous avez donc le moment où la liste est publiée, et juste le samedi d'après, il y a le bal de rentrée d'école. Et on suit les protagonistes juste à ce moment-là. Et on suit les 8. Alors je vous dis pas comme c'est pratique, hein, n'est-ce pas? Tout d'abord, quand on vous dit la plus belle, la plus moche, on suit Daniel, on suit Bridget, on suit Jennifer. Qui est qui? Donc au début, vous êtes obligé de retourner voir ce bidule là derrière pour vous dire mais qui est qui? Parce que moi, j'arrivais pas. Il y avait trop de personnages. Et forcément, à faire trop de personnages, ben, finalement, il n'y en a aucun qui est bien approfondi. Vous avez des stéréotypes à mort. Vous avez des sujets qui sont traités, qui sont des sujets graves et qui sont des sujets importants. Et l'auteur, elle va pas au bout des choses. Voilà, bon, bah, pour prendre par exemple l'exemple de Bridget, qui est l'exemple qui m'a le plus choqué, c'est quelle différence peut faire un été, son petit commentaire parce qu'elle est la plus belle. Ben oui, ben Bridget, elle fait partie de ces filles qui, malgré qu'elle soit mince, quand elle se regarde, elle ne voit que des kilos, elle ne voit que de la graisse et ci ou là. Donc elle s'était dit pendant l'été, pour rentrer dans mon super beau petit bikini, je vais faire un régime et je vais arrêter de manger, tout simplement. Sauf qu'à la rentrée, quand elle va voir qu'elle est sur cette saleté de liste, elle va se rendre compte que c'est justement parce qu'elle a fait ce régime draconien qu'elle y est. Et elle va se dire, bah tiens, tout compte fait, je ferais bien ça aussi pour aller jusqu'au bal. Et donc, on a un engrenage qui se met dans l'anorexie, et je trouvais ça très, très important d'en parler. Et après, ben, vous savez pas quoi, parce qu'elle avait dit, après le bal, j'arrêterai. Mais vous avez déjà bien vu qu'elle avait dit, après la rentrée, j'arrêterai. Puis quand elle a vu qu'il y avait la liste, elle a continué. Donc, qu'est-ce qui nous dit que ça s'est arrêté après? Moi, j'aurais bien aimé suivre ces filles pendant une année entière et voir comment elles allaient évoluer par rapport à leurs problèmes, par rapport au fait qu'elles doivent digérer d'être la plus belle ou la plus moche. Il y en a pour qui être la plus belle, c'était pas quelque chose de bien parce qu'elles vont se retrouver avec la jalousie de leurs copines. Il y en a une qui est super belle qui se retrouve la plus moche parce que c'est une vraie peste, une gare, c'est que personne ne l'aime en l'école, donc pour la venger, paf, on a été la foutre dans les plus moches. Il y a de tout, il y a de rien, il y a vraiment des choses qui sont choquantes. Moi, j'aurais aimé voir ces filles sur une année complète, pas sur une semaine. Je trouve ça vraiment débile d'avoir fait ça sur une semaine, d'avoir parlé d'autant de nanas et de n'avoir approfondi aucune. Ou alors qu'elle fasse plus de livres, vous voyez, genre sur Saga, elle prend une fille par tome et puis voilà, on avance comme ça. Mais pas faire ça, c'est ridicule. Voilà. Alors, à la fin, on apprend qui a fait cette fameuse liste. Quand j'ai vu ça, je vous dis pas, j'ai rigolé, je me suis dit c'est une farce, ils se foutent de ma gueule là, c'est n'importe quoi. C'est le foutage de gueule ultime, c'est juste, vous vous attendez pas à ça et vous vous dites mais c'est débile, sincèrement. Enfin voilà, donc j'en garde pas un bon souvenir, donc à voir les commentaires que je viens d'en faire, vous verrez, ma chronique elle va être bien sucrée parce que ce bouquin, pour le coup, c'est vraiment une grosse déception. C'est même pire que ça, je vous avoue que j'en veux à Siobhan d'avoir écrit ce livre. Parce que pour traiter d'un sujet comme ça, avec des sujets aussi importants et le faire de manière aussi superficielle et débile, bah, sincèrement, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Ensuite, j'ai enchaîné avec un bouquin plus jeunesse, donc La pâtisserie Bliss, le tome 1 de Catherine Littlewood chez Pocket Jeunesse. Alors, ce roman, je l'ai lu parce que ça parlait de pâtisserie, évidemment. Hein, sinon, parce que moi, je suis pas très bouquin jeunesse. J'aime bien le Young A, mais quand c'est jeunesse, j'aime moins parce que forcément, on est plus. Enfin, yes, j'y retrouve pas du tout mon compte, quoi. Des histoires qui sont pas poussées jusqu'au fond, des personnages qui sont pas
élaboré, voilà. Donc moi, ça me parle moins. Et bah, c'est ce qui s'est un petit peu passé ici en fait, hein. Je suis fan de la couverture, je suis fan du concept de la pâtisserie Bliss où on a... en fait, la pâtisserie Bliss, c'est une famille particulière. La famille Bliss a la particularité d'être des pâtissiers sorciers ou des pâtissiers magiciens. Et ils ont un livre de recettes avec des recettes un petit peu magiques, genre pour faire tomber des gens amoureux et compagnie. Et donc dans les recettes, vous devez ajouter le souffle d'un nain endormi, par exemple. Toutes des choses comme ça. Et ça, j'aime bien ce concept-là, je trouvais ça assez mignon. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc en fait, pour vous en parler 2 petites minutes, donc la pâtisserie Bliss, le papa et la maman vont devoir partir pour aller rendre service à la mère d'une autre ville parce qu'il y a eu une épidémie de, je sais plus, de grippe ou un truc comme ça. Et grâce au gâteau de la pâtisserie Bliss, bah, elle sait que cette ville va être totalement guérie. Mais il faut qu'ils aillent sur place parce qu'il y a trop de gâteaux à faire, donc forcément ils ne peuvent pas assurer. Et ils se disent aux enfants, bon ben c'est vous qui allez vous occuper de la pâtisserie pendant une semaine. Donc il y a 4 enfants, il y a d'abord Oliver l'aîné, ensuite il y a Rose, la deuxième, le troisième c'est Origan, et la quatrième c'est Anis, je crois si mes souvenirs sont bons, ou tout le monde l'appelle Nini. Voilà, donc ils ont des noms qui sont un petit peu en rapport avec des plantes. Origan, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Et il va se passer évidemment plein de catastrophes parce qu'avant de partir, les parents avaient caché le bouquin de recettes particulières dans une chambre froide, enfin dans une chambre bien cachée. C'est Rose qui avait la clé parce que c'est la plus responsable de tous. Et les parents disent hors de question de vous servir du bouquin pendant notre semaine où on n'est pas là. Et Rose et ses frères vont un petit peu en avoir. Enfin, surtout Rose, elle aimerait bien être pâtissière magicienne, elle aimerait bien montrer ses talents et elle aimerait bien utiliser le bouquin. Et il y a une mystérieuse tante Lily qui va arriver et ses frères vont vouloir aider cette tante-là. Et ils vont utiliser le bouquin pour montrer qu'ils ont des belles recettes, sauf qu'ils vont faire le chaos en ville. Donc ils vont faire tomber des gens amoureux, mais ça va pas bien se passer. Ensuite, ils vont utiliser un charme parce qu'il y a une bonne femme dans le village qui n'arrête pas de raconter. Genre, elle vient commander des gâteaux et elle dit qu'il faut lui faire parce que le lendemain, elle reçoit le président de l'Ouganda. Et tout le monde dit, mais on y croit vraiment au fait qu'elle va recevoir un président chez elle, c'est n'importe quoi. Et pour se venger un petit peu du fait qu'elle n'arrête pas de raconter des carabistouilles, eh bien, ils vont préparer des gâteaux qui font dire la vérité. Sauf que c'est tout le monde qui va en prendre et pas uniquement elle, donc ça va être un petit peu rapidement le foutoir dans la ville. Ils vont essayer de réarranger tout ça, ça va être encore pire. Enfin bref, il se passe plein de trucs. J'ai aimé l'histoire, je vous avoue que j'ai trouvé ça assez mignon. Je lirai sans doute le tome 2 pour ça, mais les personnages, il n'y a rien, quoi, c'est néant. Il y a Rose, bah, elle est gentille, elle montre qu'elle a envie, mais à part ça, il n'y a que dalle derrière. Oliver, c'est un gros flemmard, il veut pas aider ses parents, il pense qu'à jouer, qu'à faire ce qu'il veut. Enfin voilà, le petit frère c'est pareil, la petite sœur, bon elle est encore trop petite, elle est toute mignonne. Mais voilà, donc les personnages ne dégagent rien. Et il y a un truc qui n'a pas arrêté de me tracasser pendant que je lisais le bouquin, c'est qu'on est quand même dans le cadre d'une pâtisserie. Donc moi je dis, si on veut ouvrir à 8 h au matin, il faut quand même qu'il y ait des choses à manger dans les rayonnages. Et là, ils cuisinent pas la nuit. Donc si vous voulez, ils vont se coucher, ils se lèvent le matin, et le matin, il y a tous les gâteaux qui seront là. C'est qui les a fait, les gâteaux? Parce que eux, ils sont tous fait dodo. Donc ça m'a tracassé pendant tout le bouquin. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça. C'est comme dans Glee. J'en reviens encore une fois à Glee. On est censé être dans une chorale qui n'a pas beaucoup de moyens, puisque chaque fois le proviseur essaye de réduire les frais ou disant qu'il va virer la chorale s'il ne gagne pas parce il a un défaut de moyens. Est-ce que vous avez déjà vu les instruments qu'ils ont, les costumes qu'ils ont, le fait que dans l'auditorium, on sait mettre des beaux décors derrière, et le fait qu'il y a toujours des gens qui viennent jouer là. Donc il y a quand même des gens qui sont engagés par l'école pour faire jouer le piano, pour jouer à la guitare, et ils disent qu'ils n'ont pas de fric. Alors ça vient d'où tout ça? Les gens, ils viennent jouer gratos, les costumes, ils les font eux-mêmes, enfin bref, voilà. Je déteste les incohérences comme ça. Bon, déjà que Finn qui croit qu'il a foutu l'autre enceinte parce que ça m'a... Mais alors là, voilà. Donc ici c'est pareil, c'est que j'ai du mal à comprendre qu'on soit dans une pâtisserie, qu'à 8 h du matin on ouvre, il y a toutes les pâtisseries qui sont là, alors que la nuit tout le monde faisait dodo.
Ça me dépasse, tout simplement. Mais bon, ça doit être des questions que les petits jeunes ne doivent pas se poser, mais voilà. Voilà pourquoi je ne lis pas des bouquins trop jeunesse, c'est parce que je me pose toujours des questions un peu bizarres. Enfin voilà, donc en conclusion, c'était une bonne petite lecture, assez détente, je lirai la suite, mais c'était pas transcendant non plus. Alors ensuite, ma dernière lecture qui m'a quand même pris une semaine parce que le style était beaucoup plus élaboré que ce que j'avais lu avant. Il s'agit du Royaume ou de l'Empire immortel, le tome 1, God Save the Queen de Kate Locke, paru chez Orbit. Alors ce bouquin, tout d'abord je kiffe la couverture, voilà, je tiens à dire que je suis grande fan de la couverture, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé l'univers à mort, ça je vous le dis. C'était juste un petit bijou. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi original et d'aussi prenant sur le plan mythologique. J'ai vraiment kiffé. Alors donc pour vous parler un peu de l'histoire, mais pas trop pour pas vous spoiler. Donc on est dans les années 2012. La reine Victoria est toujours sur le trône. Voilà, donc il n'y a pas eu d'autre roi depuis. C'est toujours elle. Ça fait 175 ans qu'elle est sur le trône. Et elle dirige vraiment le royaume d'une main de fer. Et il y a des évolutions technologiques, mais pas comme dans notre monde. Par exemple, les téléphones portables s'appellent des rotatifs. Toutes des choses comme ça. Le monde est divisé entre catégories. Donc il y a les humains, il y a les demi et il y a les aristocrates. Voilà. Il faut quand même savoir qu'au tout départ, il y a une bactérie, un virus, je ne saurais plus vous dire exactement quoi, qui a muté suite à l'apparition des vagues de peste. Donc à chaque fois qu'il y a eu une vague de peste, cette bactérie est devenue plus forte, plus forte, plus forte. Et au final, elle a donné naissance aux aristocrates. Les aristocrates, donc la noblesse, ce n'est pas vraiment... Ils sont appelés comme ça parce qu'ils sont pestiférés en fait. Ils sont infectés par cette bactérie qui les a transformés au fil du temps, soit en loup-garou, soit en vampire. Voilà, donc la reine Victoria, c'est la première reine vampire à être sur le trône. Et ça fait 175 ans que ça dure. Techniquement, ils ne sont pas immortels, mais ils meurent, voilà, ils ont un laps de temps de vie très long, mais ils ne savent pas combien, puisque Victoria, c'est une des premières, donc forcément, 175 ans, elle est toujours en vie, mais elle ne sait pas quand ça va s'arrêter, en fait. Hein. Alors, à côté des aristocrates, il y a les demi. Alors, les demi, ce sont des personnes qui sont à moitié vampires ou à moitié loup-garou, qui sont nées en fait d'un aristocrate et d'un parent humain qui avait le gène en lui, parce que tous les humains n'ont pas le gène. Par exemple, deux humains pourraient donner naissance à un aristocrate s'ils ont tous les deux le gène de comment dire, de la bactérie ou du virus. Voilà, mais c'est assez compliqué, hein, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, voilà, ils sont vraiment divisés entre les aristos, les demi et les humains. Et il y a aussi à côté les gobelins. Les gobelins qui sont un petit peu, vraiment, ils représentent la peste. C'est vraiment eux qui sont les plus pestiférés, puisque un loup-garou et un vampire qui s'accouplent, ça donne naissance à un gobelin. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a tout ce petit monde-là qui évolue et on suit, nous, Xandra. Xandra, son nom c'est Vardan, qui est la fille d'un aristocrate. Elle a deux frères, un frère et deux sœurs. Donc le frère c'est Val et sa sœur c'est Emery et il y a également Didi qui s'appelle en fait Drusilla. Et elle est garde royale, donc elle est en fait chargée de la protection des aristocrates. Il y a aussi le protectorat nobiliaire, sa sœur fait partie du protectorat nobiliaire par exemple, et eux ils sont chargés de protéger des aristocrates mais qui ne sont pas attachés à la famille royale. Voilà, donc ça, un peu vous expliquer. Alors les aristocrates ont besoin d'être protégés parce qu'en 1932, il n'y a pas eu la guerre avec Hitler, il n'y a rien eu de tout ça, mais il y a eu une grande insurrection de la part des humains qui se sont soulevés parce que les humains n'aiment pas les aristocrates et il y a des mouvements qui se créent pour renverser un petit peu la monarchie et ne plus mettre les aristocrates au pouvoir. Voilà, donc ça c'est un petit peu le global de la situation. Alors, pour ce qui concerne Zandra, ben on va la suivre dans une intrigue qui lui est personnelle, dans le sens où sa sœur Didi va mourir et elle va pas croire à sa mort du tout. Elle se dit non, non, et c'est pas elle qui est morte, je veux savoir ce qui est arrivé à ma sœur.
Et de fait, elle va découvrir plein de choses qui va remettre tout son univers en balance par rapport à ce qu'elle pense, par rapport à des gens qu'elle aime depuis qu'elle est toute petite, mais également par rapport à l'aristocratie, mais aussi par rapport à elle-même. Donc il va vraiment y avoir plein de trucs qui vont se passer. L'intrigue, elle est rondement menée. J'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 2. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. En plus, il y a un beau loup-garou dedans qui s'appelle Vexation. Vexation McLaughlin. Enfin, on l'appelle Vex, mais son nom, c'est Vexation. Je me suis dit, qui peut s'appeler Vexation? Et il y a des petits clins d'œil qui sont mis par rapport à notre histoire à nous. Il y en a un dont je me souviens et j'ai trouvé ça, mais top. Par exemple, c'est par rapport au fait, ben, au début, elle nous explique, hein, l'auteur, elle met une petite note que le monde dans lequel on vit, c'est pas vraiment le nôtre. Voilà, et que forcément, eh bien, tout ce qui s'est passé dans notre monde, à nous, n'a pas eu lieu dans ce monde-là. Ben, je vais vous lire un petit passage. Donc, au tournant du XXe siècle, les choses changent plus radicalement encore. La famille royale russe n'a jamais été assassinée. Anastasia est un vampire. Les guerres mondiales n'ont jamais eu lieu. Ce monde ne connaît ni Hitler, ni le Blitz, ni les Beatles, ni Doctor Who. J'adore ça, la petite référence à Doctor Who, j'ai adoré. Et par rapport au fait justement qu'il n'y a pas eu Hitler, qu'il n'y a pas eu les guerres mondiales, et bien à un moment donné, on va parler d'une peinture d'un artiste allemand. Et on sait que c'est Hitler, parce que bon, on sait qu'Hitler voulait faire des études d'art qu'il n'a pas faites. Et voilà, et j'ai trouvé ce petit clin d'œil, mais voilà, c'était juste, c'était la cerise sur le gâteau, moi j'ai kiffé. Parfois je kiffe pour des détails, mais là j'ai adoré. Au niveau de l'histoire, j'ai rien à vous dire, à part que c'est prévisible à mort. Une fois que vous rentrez dans l'histoire, vous savez ce qui va se passer. Plus vous apprenez sur la mythologie, plus vous voyez un petit peu les engrenages qui se mettent en route et il n'y a pas réelle surprise par rapport au grand renversement que notre héroïne va apprendre. Tout paraît couler de source en fait, tout est logique. Mais c'est pas grave, ça passe quand même parce que l'univers est tellement riche à côté de ça qu'on pardonne à l'auteur d'avoir fait quelque chose de si prévisible. Sincèrement, j'ai hâte de lire la suite. Maintenant, mon gros bémol par rapport à ce texte, c'est, je sais pas si ça vient de la traduction ou si c'est le style VO, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le style. Il y a des phrases qui pour moi n'avaient pas de sens, j'ai trouvé que c'était assez brouillon, et je déteste ça, mais il n'y a pas de distinction avec les tirets quand vous avez des dialogues. Tous les textes sont mis dans... Voilà, il y a juste des guillemets qui s'ouvrent, c'est tout, mais c'est dans le texte. C'est-à-dire que vous n'avez pas de... Voilà, par exemple ici, il y a des dialogues là-dedans. Vous les voyez pas, mais ils sont dedans. Et ça, j'ai pas aimé du tout. Moi, j'aime bien quand c'est aéré. Et là, on a l'impression que c'est un gros texte qui n'en finit pas. Et c'est vraiment le gros reproche que je fais au bouquin. C'est ce manque d'aération dans la narration. Et c'est surtout ce style qui était lourd. Alors, je sais que dernièrement, j'ai lu beaucoup d'IA, j'ai lu beaucoup de romances. Donc, forcément, je suis plus habituée à un style plus soutenu. Mais là, il y avait des phrases, j'avais l'impression de lire tout et son contraire dans la même phrase. C'est pour vous dire comme j'ai trouvé ça un peu lourd. Mais à côté de ça, j'ai adoré. C'est vraiment une saga de steampunk que je vous recommande. Et vivement le tome 2. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour de mes lectures depuis ces 3 dernières semaines. J'ai pas de nouvelles lectures en cours. J'en avais commencé un vendredi, mais je l'ai déjà arrêté parce que... Samedi, je crois. Oui, c'était samedi. Mais parce que j'avais finalement pas envie de lire celui-là, donc je sais pas du tout ce que je vais lire là maintenant tout de suite. Je vais me pencher sur ma bibliothèque. Moi, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, peut-être dans un mois. On verra bien. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!